tiroir de regarder M. André Watt ce matin parce qu'il vous prépare au chemin de l'emploi. Voilà, parce qu'il y a des gars au quartier là, qui ne sont pas seulement les jeunes. Hein. N'est-ce pas? Les chômeurs sont en Afrique, sont mais grâce. Alors, comment Cameroun en particulier. Bon, puisque le thème c'est comment se préparer pour intégrer le marché de l'emploi. Voilà. Comment se préparer pour intégrer le marché de l'emploi. Le thème s'affiche d'ailleurs devant le petit écran, devant votre petit écran. Avec Monsieur Hott, il va s'adresser à tous les chômeurs, à tous ceux qui n'ont pas de boulot et à tous les étudiants qui veulent entrer qui veulent s'intégrer dans le monde de l'emploi. Bonjour André, j'espère que ça a été très occupé. Je te suis. Hein? Et très chaud ce matin, monsieur. Bonjour Mireille. Pourquoi les coachs sont toujours chauds comme ça, vraiment, je ne sais pas. C'est normal. C'est tout le marketing. Ça a été avec tous les séminaires et autres. Oui, ça va. Ça continue. Ça continue. Ça on va. est là, Voilà. il fallait honorer au rendez-vous. Ouais. C'est pas du tout évident. Hein. Non, pas évident. Mais en tout cas, toutes les ondes, je t'envoie toutes les ondes positives pour Merci. cela. On espère Alors, qu'on passera un bon moment. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle des jeunes sans emploi. Comment donc se préparer à intégrer le monde de l'emploi? C'est dans une continuité hein, Oui. de ce qu'on a commencé déjà. Effectivement. Initialement, il était question d'apprendre à construire un projet professionnel. Absolument. Venant d'avoir le baccalauréat, ils intègrent l'université, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et après, la semaine dernière, on a vu comment capitaliser son expérience d'étudiant. Parce que quand on est étudiant, on se dit que bon, je dois seulement aller à l'école, rentrer à la maison, mais c'est un moment unique, un moment spécial pendant lequel il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à mettre en place et je crois qu'on a été très édifiés là-dessus. Maintenant qu'on a capitalisé son expérience d'étudiant, il est question donc pendant cette séance aujourd'hui de se préparer à intégrer le marché de l'emploi. Donc c'est un peu la thématique qu'on verra pendant les prochains moments. Déjà, il est important de définir le cadre pour qu'on ait le même lexique, le même jargon et qu'on soit aligné sur comment évoluer. C'est quoi le marché de l'emploi? Voilà. C'est une question que beaucoup certainement se posent à la maison. Alors le marché de l'emploi, prenez-le comme un lieu de rencontre où il y a des gens qui viennent avec quelque chose et il y a des gens qui donnent quelque chose. Donc c'est un carrefour du donner et du recevoir. Alors qui vient avec quoi et qui donne quoi? La personne qui va vers le marché, il va avec des compétences. On a, pendant les études, pendant le parcours, développé des compétences, développé un certain savoir-faire et on vient sur le marché avec ces compétences. Mais pour y faire quoi? Pour apporter une valeur ajoutée, pour résoudre des problématiques que les entreprises, les organisations rencontrent. Et ces entreprises, donc là, en contrepartie, vous donnent une rémunération, ce qu'on appelle très souvent salaire, qui est proportionnelle à votre valeur sur le marché de l'emploi à ce moment-là. Donc, quand vous sortez de l'école, 0 à 2 ans, vous avez une certaine expérience, vous valez un montant. Forcément, après 2-3 ans, vous devez valoir ce montant x2, x3, si vous avez fait aussi ce qu'il faut pour pouvoir augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi. Là, on est vraiment sur une dynamique de mise à jour continue, d'amélioration continue, de toujours de se remettre en question, de savoir qu'est-ce que je dois améliorer en plus. Donc, le cadre déjà défini, c'est quoi le marché de l'emploi? C'est un environnement où on vient avec quelque chose à donner et on vient recevoir. On va donner quoi? Des compétences qu'on a préparées pendant son parcours universitaire, pendant les séminaires auxquels on a participé, des rencontres comme celle-ci qu'on a échangé en ce moment, des formations que vous avez eu à faire et en contrepartie, une rémunération qu'on reçoit de celui qui est appelé employeur ou bien celui qui vous recrute. Et vous devez être animé par le désir de comprendre la problématique métier qu'il a et de vouloir la résoudre de façon à faire progresser l'activité. Donc, une fois qu'on a défini ce cadre d'évolution, on peut avancer maintenant. Et ça, je sais que beaucoup de gens m'écoutent. Je ne fais pas de différence
quand on va sur le marché de l'emploi entre l'entrepreneuriat et le salariat. Voilà. Parce que j'estime que les deux ont un dénominateur commun qui s'appelle la compétence. Ce qu'on recherche dans le milieu, dans le marché professionnel, c'est quelqu'un qui est compétent. Il y a certains qui sont un peu plus à l'aise de se mettre à leur compte, de pouvoir supporter toute la charge, de rechercher des clients, de payer des salariés, de ci, de ça. C'est très complexe, donc ils se rangent dans le cadre des entrepreneurs. Mais il y a ceux-là qui n'ont peut-être pas encore la maturité qu'il faut pour pouvoir se mettre à leur compte et qui décideront pour un début de sous-traiter la compétence qu'ils ont développée à une entreprise ou à une marque et on les appellera donc salariés. Mais je n'aime pas beaucoup le terme salarié parce qu'il est très emprunté de l'environnement fonctionnaire de notre pays qui veut que ce soit quelqu'un qui est juste là, vienne pointer les oreilles et rentrer à la maison. Je préfère l'expression intrapreneur qui est cette personne-là qui est source de propositions pour les entreprises et les organisations et qui se dit, ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Comment je peux challenger mon boss? Comment je peux challenger l'activité? J'ai envie que ça évolue, j'ai envie que ça avance. Comment est-ce que je peux évoluer ensemble avec l'entreprise avec laquelle je travaille? Donc, une fois qu'on on est aligné sur cet ensemble de compétences, il y a également, je veux dire, des modèles d'hybridation. C'est-à-dire quelqu'un commencera son parcours comme salarié, il accumulera une expérience d'1, 2 ans, 3 ans. L'entreprise lui servira de tremplin, ce qu'on appellera dans le monde entrepreneurial comme un incubateur, pour asseoir ses compétences et développer cette expertise. Et après peut-être 5 ans, lorsque il sent qu'il est déjà assez mature, il peut maintenant se lancer à son compte et combler le gap de tout ce qu'il y a comme skills à développer pour maîtriser la sphère entrepreneuriale et voir comment évoluer. Donc, il y a ces 3 modèles. Donc, certains choisiront d'aller vers le salariat. Il y a des personnes, après leur diplôme, ils ont intégré une entreprise, ils ont fait 40 ans. Ça, c'est le modèle de nos parents. Ils étaient très heureux par rapport à ça. Ouais, j'ai fait 40 ans dans telle entreprise, j'ai fait 20 ans dans telle entreprise, ils étaient contents. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on va vite, on change énormément d'entreprise, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais on veut découvrir beaucoup plus de choses et je crois que c'est aussi une grande richesse de faire une carrière dans plusieurs environnements parce que c'est aussi plusieurs personnes formidables que vous rencontrez durant votre parcours. Donc certains choisiront donc le salariat, d'autres l'entrepreneuriat ou bien un modèle mixte. Et il y a certains aussi qui peut-être travaillent pour des organisations, mais qui à côté, on pense déjà à l'entrepreneuriat, donc ouvrent une entreprise et commencent à développer des activités parallèles pour renforcer leurs compétences sous forme de consultation ou autre. Donc c'est les 3 modèles, quand on parle de marché de l'emploi, qu'on peut développer pour pouvoir vendre ses compétences. Donc, on est donc dans une formule où on décide de travailler pour quelqu'un. Donc, travailler pour quelqu'un, c'est déjà se poser les bonnes questions, travailler pour quelqu'un. Par quelqu'un, j'entends une entreprise, donc c'est une personne-là, personne morale, qu'on décide d'intégrer et de voir, ok, quelles sont les compétences que j'ai développées? Est-ce qu'elles sont en adéquation avec le domaine, le métier ou certaines activités que je souhaite intégrer? Est-ce que ma vision est alignée avec la vision de l'organisation que je souhaite intégrer? C'est des questions fondamentales qu'il faut se poser. C'est-à-dire que, ok, ce que j'ai développé comme compétence, quelles sont les entreprises de mon secteur d'activité, de mon environnement, qui ont besoin des compétences que j'ai ou bien qui peuvent employer une personne qui a les compétences que j'ai développées pendant ma carrière ou bien pendant mon parcours universitaire. Donc, cela demande donc de développer 2 outils essentiels. Quand on va vers le marché de l'emploi, je crois que vous le connaissez déjà, vous l'avez deviné, c'est le CV et une lettre de motivation. C'est les 2 outils vraiment capital qu'il faut maîtriser et vous dire que, ok, qu'est-ce que je dois faire pour mieux me vendre? Parce que le recruteur à qui vous envoyez votre candidature, il n'aura que ces 2 éléments. Et sur la base de ces éléments, il doit pouvoir apprécier si vous êtes un top profil, un talent, par rapport aux autres candidatures qu'il pourra recevoir. Donc, vous comprenez donc avec moi qu'il est très important de maîtriser son élaboration, l'élaboration de ces 2 outils de façon minutieuse et
comment faire pour avoir des outils percutants qui vont retenir l'attention du recruteur? Pour revenir sur le CV, qui est le premier outil du chercheur d'emploi qui veut aller vers le salariat. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui existent, mais on va essayer de ressortir un schéma classique pour vous aider à structurer, à vous projeter par rapport à cela. Et peut-être parler aussi d'autres types de modèles de CV qui existent et qui ont évolué parce qu'on est passé de la version papier à la version électronique. Aujourd'hui, la version vidéo aussi, il y a des versions qui se vendent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité, il y a cette flexibilité-là de faire des postcards par exemple pour se vendre, de faire des CV vidéo, d'enregistrer sur YouTube et qui sont un peu plus dynamiques et qui mettent un peu plus d'humanité à qui vous êtes et à comment vous pouvez vous diversifier par rapport aux autres, à prendre des exemples de vous dans le métier et qui permet aux recruteurs d'avoir une idée concrète de qui vous êtes dans le cas réel. Donc pour revenir sur le CV, ce qu'il est important déjà de savoir quand on va vers le marché de l'emploi, c'est de se dire qu'il y a deux types de candidatures. Il y a ce qu'on appelle des réponses à appel à candidature. C'est-à-dire quoi? Une entreprise a un besoin et elle le spécifie sous des appels à candidature que vous pouvez retrouver via différents canaux. Il y a des sites de référence que vous pouvez trouver en ligne. Déjà, c'est les pages carrières des entreprises en un. C'est des sites des chasseurs de tête, de cabinets de recrutement qui ont des offres d'emploi ou bien même des organes de presse que vous connaissez. Beaucoup d'entreprises utilisent ces canaux pour pouvoir publier leurs différents appels à candidature. Aujourd'hui, il y a Internet, les pages Facebook, les pages LinkedIn, des différentes entreprises pour vous retrouver également des offres d'emploi pour pouvoir candidater. Donc ça, c'est la première forme de candidature, c'est-à-dire réponse à appel à candidature. Et après, vous avez une deuxième forme qui est la candidature spontanée. C'est quoi une candidature spontanée? C'est-à-dire l'entreprise n'a pas de besoin, mais vous avez envie de travailler pour cette entreprise. C'est une démarche beaucoup plus complexe parce qu'il faut bien identifier si vos compétences matchent avec les besoins de l'entreprise et faire vraiment une étude de marché sur l'entreprise et pouvoir déceler quelles sont les compétences à date que vous avez qui peuvent être exploitées dans cette entreprise et formuler donc une proposition d'offre de compétences pour cette entreprise-là et identifier les personnes clés dans l'entreprise. Très souvent, c'est le DG, c'est le DRH ou bien le directeur d'exploitation auquel vous allez rendre compte directement. Essayez de faire un benchmark pour avoir des informations sur ces trois personnes clés et leur proposer donc l'offre de compétences que vous pensez pouvoir apporter à leur entreprise tout en mettant en exergue comment est-ce que vous pourriez vous différencier par rapport aux autres candidatures. Donc ça, c'est les deux types de candidatures qui existent. Il faut bien garder à l'esprit parce que très souvent, vous allez être dans ces deux dynamiques. Il n'y a pas d'appel d'offres, mais vous candidatez. Et après, il y a ce qu'on appelle, je dirais, la troisième forme, parce que elle n'est pas très formelle aussi, mais c'est ce qu'on appelle le marché de l'emploi caché. Donc le bouche à oreille. Des offres qui ne seront jamais publiées, mais qui passeront par des personnes clés dans les entreprises. On recrute ici, on recrute cela. Donc, il faut bien être imprégné dans votre environnement de savoir qui sont les personnes clés qui peuvent avoir les informations par rapport au recrutement, comment j'entre en contact avec eux. Parce que avoir la bonne information, c'est une chose. Avoir la bonne information au bon moment, c'est ça qui fera toute la différence parce que quand une appel à candidature est lancé en interne, publié ou pas, vous avez un délai. Et on dit vous devez candidater mercredi à 12h. Mercredi à 12h01, vous êtes déjà blacklisté. Vous n'êtes plus éligible. Donc, c'est important de respecter le timing. Donc, il faut revenir sur le CV en parlant des points clés sur le CV. Considérez mon tableau comme une page. Voilà. La page d'un CV. Donc, les éléments clés que vous devez retrouver, c'est déjà en un à droite, à gauche, en haut, c'est l'identification. Votre nom, votre prénom, voilà, parfois on demande de mettre l'âge, peut-être c'est pas parfois important pour certains postes, mais c'est votre nom, votre prénom, comment vous contactez.
et là où vous êtes. Parce que parfois, il y a des positions à l'international, si ça, vous êtes localisé ou si on doit vous prendre sur des positions en expatriation, que vous puissiez intégrer cela aussi. À droite, une photo, parce que c'est important de vous identifier, de savoir clairement mettre un visuel derrière, une image derrière votre nom. L'autre chose très importante, et c'est ça qui fait aussi toute la différence, c'est l'accroche. L'accroche, en fait, c'est le titre de votre CV. L'accroche. C'est comment vous vous vendez. Moi, mon accroche, par exemple, c'est architecte carrière. Donc, directement, quand on ouvre mon CV, on doit comprendre que mon métier, c'est construire des carrières. Donc, si vous êtes journaliste, l'accroche peut être journaliste. Si vous faites de l'informatique, c'est encore vaste, mais l'accroche peut être ingénieur, développeur web, administrateur de base de données, marketiste, ingénieur génie civil. De façon claire, dès le titre, je dois savoir qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur. C'est quoi en fait, l'accroche, c'est l'emballage. Parce qu'un recruteur en moyenne passe 30 secondes dans un tri de CV. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse retenir ta candidature? C'est l'accroche et qui donne maintenant envie d'aller regarder de façon générale. Donc, 4 rubriques clés pour pouvoir mettre des choses en exergue. La première rubrique, bon, il y a sur certaines candidatures la possibilité de mettre un profil qui définit qui vous êtes et votre vision par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif, très rapidement, en 2 lignes ou 3 lignes max. Expérience professionnelle. On vous recrute pour les compétences que vous avez. Donc c'est important de ressortir en un votre expérience professionnelle. Entreprise que vous avez fait, c'est-à-dire vous mettez l'entreprise, vous mettez la durée, et vous mettez la position occupée, le poste, et vous mettez 3 à 4 activités clés. Mais les présenter sous forme de résultats. Qu'est-ce que vous avez accompli dans l'entreprise pendant votre période? Parce que de mon constat, beaucoup de gens s'arrêtent lorsqu'ils parlent de leur CV à répéter le job description du poste. Ce n'est pas dire ce qu'il fallait faire dans le cadre du poste, mais qu'est-ce que pendant ta période dans cette entreprise ou pendant ce stage, tu as apporté à l'entreprise dans laquelle tu travaillais? Quels sont les résultats, les chiffres clés que tu as atteints? C'est plus pertinent, c'est plus impactant. Je prends un exemple simple. Vous êtes commercial dans une banque. Quand vous êtes arrivé, le portefeuille était à 3 clients. Quand vous êtes parti 6 mois plus tard, il était à 12 clients. C'est concret. Entre me dire, ok, je sais faire la prospection clientèle, je sais faire la prospection téléphonique, c'est bien, tu sais le faire. Mais moi, je prendrais plus quelqu'un qui va me dire, quand je suis arrivé, j'étais à 3 clients, quand je partais, j'étais à 12 clients. C'est concret, c'est palpable. Voilà. Je sais qu'il a mis des stratégies en place pour avoir certains résultats. C'est tangible. Travailler pour avoir des résultats, développer des résultats concrets et des compétences, c'est plus clair. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, ce CV-là est plus parlant. Quand on prend votre CV, on sait clairement que celui-ci, il peut délivrer. Parce que les entreprises cherchent des personnes qui peuvent délivrer un résultat, qui peuvent apporter un plus. Et c'est comme ça un peu le modèle qu'il faut présenter. Toujours préciser la durée dans l'entreprise. Parfois, pour les personnes qui ont des expériences courtes, je veux peut-être un poste, on veut quelqu'un qui a 3 ans d'expérience professionnelle, par exemple, sur une position, ou bien 2 ans. Vous avez fait 9 mois de stage, vous avez fait 9 mois de stage, vous avez fait 6 mois de stage. On va faire le calcul très rapidement. Mais si je n'ai pas le nombre de mois à côté, c'est un peu plus compliqué à dire que, ok, ça fait combien de mois il a fait là-bas. Donc, si j'ai le nombre de mois, je peux rapidement faire le calcul rapide et je sais que non, il cumule quand même 3 ans d'expérience ou bien 2. L'ensemble de ces stages font 2 ans. C'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus concret de dire, ok, il a 3 ans d'expérience par rapport à la position recherchée. Donc, c'est le même modèle pour toutes les expériences que vous avez dû faire. Que ce soit en stage, que ce soit en emploi, il faut les libeller de cette façon-là. Après, revenir sur votre parcours. Scolaire et académique. Mais que ce soit pour les expériences, que ce soit pour le parcours, il faut toujours commencer par la plus récente. Donc, le dernier diplôme, la dernière expérience à jour. C'est pour cela qu'on parle de CV à jour.
Votre CV il y a 6 mois n'est pas votre CV 6 mois plus tard. Parce que on est dans une dynamique où on se dit, on est sur un processus d'amélioration continue. Ça veut dire que en tant qu'individu, en tant que personne, vous vous mettez à jour au quotidien par rapport à des compétences spécifiques à développer dans le cadre de votre travail ou de vos activités. Donc, votre parcours scolaire académique, il faut bien préciser. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Vous avez eu quel diplôme? Quelles compétences développer? S'il y a mention, mettez la mention. S'il n'y a pas, ne mettez pas. Je vois que ça ne sert à rien de mettre mention passable sur un CV. Je ne vois pas personnellement de plus-value de mettre que j'ai eu une mention passable. Mais si elle est au moins assez bien mettée, ça montre quand même que vous êtes une personne qui vous démarque, une personne qui vise l'excellence. C'est très important et ça peut également être apprécié des recruteurs ou des personnes qui ont besoin des compétences. Donc, on peut avoir plusieurs lots. Maintenant, une chose très importante aussi, c'est pour cela qu'on dit que à un poste, un CV et une lettre de motivation unique. Parce que ce n'est pas toutes les compétences que vous avez que vous mettez dans un CV par rapport à un poste. Je peux avoir des compétences en logistique, des compétences en communication, des compétences en marketing, mais le poste visé est un poste en logistique. On n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences en marketing. Ce que vous allez mettre en avant plus, c'est les compétences en marketing. Parce que c'est ces compétences-là qui vont matcher avec le besoin que l'entreprise a de façon spécifique. Donc ça également... D'autres versent tout. Ça également, c'est ça qu'on parle généralement. On demande généralement de faire, avant de commencer un CV, de faire un SWOT, c'est-à-dire une analyse de vos forces, de vos faiblesses, de vos menaces et de vos opportunités. Oui. Moi, c'est deux outils que j'utilise beaucoup. Il y a le SWOT et il y a le Pareto. En fait, la loi de Pareto veut qu'on se concentre sur les 20% des connaissances qu'on a qui peuvent avoir 80% d'impact. Donc, quelles sont les compétences? Quand vous avez fait le SWOT, vous avez découpé de façon claire vos compétences. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les menaces de votre profil, les menaces globalement. Vous devez décider de vous dire, ok, je dois synthétiser ça. Qu'est-ce que je garde par rapport à toutes les compétences que j'ai, que je décide de mettre en avant sur le parcours par rapport au profil qui est demandé. Donc, lorsqu'on a ressorti le parcours académique, le parcours professionnel, c'est également important de ressortir deux choses qui sont recherchées dans l'entreprise, vos compétences en informatique. Aujourd'hui, le monde est digital. On a besoin de savoir que vous prenez en main tous ces avancées technologiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc, maîtriser des outils de bureautique, des applications aussi de bureautique, je parle de Word, Excel, voilà, parce qu'en entreprise, on aura toujours besoin de faire un rapport, de faire un bilan, de faire un compte rendu, PowerPoint, parce que vous allez tout le temps faire des présentations, présenter un produit, pour aller voir un client, voilà, pour pouvoir vous vendre ou vendre le produit que vous avez dans votre entreprise. Après, maîtriser Excel, parce qu'après, il faut faire un suivi des clients, un suivi prospect, et pouvoir faire des études un peu plus poussées sur l'analyse des données que vous allez connecter dans le cadre de vos activités. Donc, ces trois outils sont très importants et c'est bien de les maîtriser. Après, vous avez les applications métiers aussi. Aujourd'hui, le monde fonctionne par exemple avec SAP, pour ne citer que celui-là. La plupart des grosses multinationales fonctionnent avec ces applications-là. Donc, avoir une bonne maîtrise de ces outils aussi, ou bien même anticiper de faire des certifications dans ces domaines aussi, ça pourrait apporter un plus et vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres candidats. Donc après, une chose très importante aussi, c'est de préciser vos activités extrascolaires, extra-professionnelles. On ne recrute pas seulement quelqu'un parce qu'il a un savoir-faire, mais on recrute aussi quelqu'un globalement par rapport à ses activités, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'il... Voilà. N'hésitez pas, par exemple, à préciser que vous aimez du foot. N'hésitez pas à préciser que vous jouez au tennis. N'hésitez pas à préciser que vous faites de la musique. Moi, je vois des entreprises qui ont des groupes de chorale, il y a forcément des championnats de football. Il y en a qui ont été recrutés non seulement parce qu'ils ont une bonne compétence, mais aussi parce qu'ils jouent au foot dans une entreprise. Donc, ne négligez pas les talents, les passions que vous avez, les hobbies que vous développez, parce que ça peut permettre de voir des affinités. Voilà, on est collègues, on a un objectif à atteindre, mais on partage une passion également pour tel domaine, pour cette activité. C'est également des points très importants qu'il faut ressortir. Maintenant, s'il y a
des awards, des prix, des a distinctions que vous avez reçues dans le cadre professionnel ou de votre métier. N'hésitez pas aussi à les préciser, à les mentionner. Ça vient également contribuer à dire que non, je suis un talent. Je peux vous apporter un plus, je peux me démarquer, voilà ce que je peux faire au quotidien, même les hobbies. Donc, maintenant, ce qu'on va prendre dans nos hobbies, c'est en fait présenter ça, mettre dans le CV. C'est-à-dire, si je suis un bon footballeur, je pourrais peut-être apporter ça même dans l'entreprise, si jamais on a des matchs amicaux, etc. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'il dit. Il y a des entreprises, par exemple, parfois, je prends le cas du secteur pétrolier, ils ont un championnat de football où les employés s'affrontent entre eux, ils jouent. Oui, on appelle ça le corpo. Ça crée une. Je crois que le secteur bancaire aussi a des compétitions de handball, de football qu'ils organisent. Donc, savoir que vous avez déjà un talent dans un domaine et que on voit déjà un collègue avec qui on va en entretien déjà, on voit déjà comment on va jouer ensemble. Donc, ça crée une dynamique, ça peut permettre. Mais il y a d'abord la compétence. On ressort ça dans le CV. On ressort ça dans le CV. D'accord. Le dernier point, qui n'est pas souvent très francophone, c'est les références. Les références sont très importantes. Il faut toujours préciser des personnes qui vous ont encadré, avec lesquelles vous avez collaboré et qui peuvent, parce que il y a des positions où on fera ce qu'on appelle une enquête de moralité. Donc on ne doute pas que vous avez la compétence, mais on a besoin de savoir que on peut vous faire confiance et que vous êtes de bonne moralité. Donc on fera un background check, c'est-à-dire on va appeler les différents employeurs et les personnes qui vous ont collaboré pour demander, ok, le gars, on veut le recruter, mais qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il va délivrer le résultat? Est-ce qu'il va faire le travail? Donc, ne quittez pas l'entreprise sans garder de bonnes relations avec vos différents managers, parce que la réputation vous suivra partout où vous allez aller. Et ça également, c'est important de le mentionner parce que ça, on demande toujours, ceux qui ont l'habitude de candidater pour des multinationales, on demande toujours de citer 2-3 références ou bien même des lettres de recommandation. Et ça, c'est un volet très important aussi. Oui. André, je voudrais juste un peu corroborer avec ce que tu dis parce que il y a quelques années, pour avoir travaillé avec une jeune fille qui se retrouve en France aujourd'hui et elle est partie mettre mon nom comme référence. Oui. Un beau jour, je suis assise, mon téléphone sonne, on me demande qui elle est. Donc à un moment, j'ai eu peur. Et après, je me suis dit, attends, on demande qui elle est comment. Peut-être c'est un agent, un service de renseignement. Et c'est eux, l'entreprise me fait savoir que ils ont raison. Que non, je ne dois pas avoir peur. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Et il a fallu que je parle positivement, enfin, que je donne mon point de vue sur la fille. Et on l'a recrutée par la suite en France. Ouais, c'est très important de garder les références. Aïe. Garder les références. Et les entretenir. Quand vous avez des personnes de votre réseau que vous citez en référence, il faut qu'ils soient au courant. Et très souvent, c'est une communication. Lorsque vous citez quelqu'un en référence, il faut toujours l'appeler, lui dire que est-ce que je peux vous citer en référence. Et quand vous candidatez à une position auquel, voilà, votre bon mercato, si je peux me permettre l'expression, de lui dire, voilà, j'ai candidaté pour telle organisation, ne soyez pas surpris qu'on vous appelle à tel date. Donc, elle aurait dû vous prévenir, vous dire que, bien madame, vous m'avez encadré, je vous apprécie beaucoup, vous êtes cité en référence, j'ai aimé la façon dont on a collaboré, donc j'ai candidaté pour telle entreprise. Ne soyez pas surpris que un de ces quatre, on vous appelle. Donc là, elle n'a pas été prévenante. Donc, c'est peut-être ça. Donc, anticipez, ne citez pas quelqu'un en référence sans lui demander l'autorisation d'abord de le mettre en référence. Et voilà, à chaque fois que vous avez une position pour laquelle vous candidatez, il faut toujours demander l'autorisation. Absolument, merci. L'autre chose aussi que j'ai essayé de travailler, bon, ça c'est dans mes recherches, de me dire que donner une identité visuelle à un CV. A dit par exemple, je vais citer par exemple, j'ai vu la publicité de Yellow tout à l'heure dans vos antennes. Si je veux candidater par exemple une entreprise, par exemple comme MTN, le fond de mon CV sera jaune-noir. Parce que je me suis dit, ok, le contenu il est bon, mais si j'adapte la charte graphique de l'entreprise au CV, il sera beaucoup plus attractif. Et la personne, le recruteur qui pourra regarder le CV se dira, ok, il comprend déjà la dynamique de l'entreprise et de comment ça fonctionne. Donc, le deuxième outil, c'est l'aide de motivation. Comme elle s'appelle, c'est une lettre de motivation. Où vous dites pourquoi vous voulez intégrer l'entreprise. Quelles sont
vos valeurs, quelles sont vos vertus, qu'est-ce qui cadre, qui sont en adéquation avec celles que les valeurs de l'entreprise, les valeurs partagées par l'entreprise. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir apporter un plus dans le cadre de votre parcours ou de votre expérience vécue dans l'entreprise. Donc, ça demande de connaître l'entreprise, de vous renseigner énormément sur le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Parce que, pourquoi le chiffre d'affaires à la tête de l'entreprise? Parce que proportionnellement à cela, vous avez la possibilité de demander quel salaire on peut vous donner. Une entreprise à taille humaine, ce n'est pas une entreprise qui brasse 500, 1000 personnes. Donc, il faut bien calibrer en fonction de cela et faire aussi un background check. Parce que comme l'entreprise fait un background check sur l'employé aussi a l'obligation de faire un background check sur l'entreprise. Il y a des postes parfois qui sont des nids de crabes. Et une position où le turnover tous les 6 mois, des personnes partent, il faut aussi vous dire que pourquoi les gens démissionnent tous les 6 mois à ce poste. Donc il faut aussi vous renseigner parce que beaucoup se disent que on doit tous subir les entreprises. Non, il faut également vous renseigner sur les entreprises et les postes dans ces entreprises-là. Et l'environnement de travail, parce qu'on n'intègre pas l'entreprise seulement parce qu'on paye bien, mais il y a aussi le cadre de travail, l'environnement. Donc il est de votre obligation aussi, en tant que candidat à l'emploi, de vous renseigner sur l'entreprise. Est-ce qu'elle cadre avec mes valeurs? Est-ce qu'elle cadre avec ce que je partage? Est-ce que les gens qui y travaillent ont bonne réputation? Et l'environnement dans lequel je vais intégrer me permettra de me développer et de m'épanouir. Beaucoup mettent toujours l'argent devant, mais c'est pas tout. On peut avoir un bon salaire, mais être dans un environnement pourri qui vous détruit à petit feu chaque jour. Donc, il faut poser les deux sur la balance avant de vous décider si vous entrez dans une entreprise ou non. Donc, vous faites un benchmark de l'entreprise, vraiment toilettage 360 degrés, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle côtoie, comment elle a évolué dans les 3 dernières années, ceux qui y ont travaillé, quel est le retour, qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui y sont. Ça vous permet d'être allié avec l'entreprise. Je sais qu'on dit souvent chez nous que voilà, il faut toujours avoir une relation, mais on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Donc, si vous voulez avoir les informations sur l'entreprise, vous les aurez. Aujourd'hui, il y a tellement de canaux par lesquels on peut passer pour connaître clairement c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait globalement. Donc, ne dites pas que moi, je ne connais personne, je ne peux pas me renseigner. Renseignez-vous, soyez le plus outillé et documenté possible sur l'entreprise parce que ça vous aidera à préparer le point 3 qui est l'entretien, de façon générale. Donc, l'aide de motivation, très souvent, on peut la faire en 4 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est vraiment se présenter. Retracer votre parcours, qui vous aide, le diplôme les plus élevés que vous avez, les expériences que vous avez partagées et comment vous allez pouvoir vous démarquer des autres de façon générale. En 2, montrer que vous connaissez l'entreprise. Quel est son chiffre d'affaires, son secteur d'activité, mais plus encore, comment vos compétences et votre expérience matchent avec la plus-value que vous pouvez apporter à l'entreprise. Grandir ensemble, la faire évoluer, parce que c'est ça que le manager a besoin de savoir. Le gars n'est même pas encore chez moi, mais il réfléchit déjà à comment on va évoluer ensemble, comment il va améliorer les choses. Quel que soit le recruteur, je suis sûr qu'il ne va pas vous laisser dehors. Il aura envie que vous veniez le faire et avoir tous les outils qu'il faut pour pouvoir le déployer en interne. En 3, c'est vraiment les valeurs. On est vraiment, parce que l'entreprise, c'est un endroit où on doit être épanoui. On y passe presque tout le temps de notre journée. On va très tôt à 6 heures, on rentre parfois pour certains à 18 heures, pour d'autres à 20 heures et pour d'autres encore à 23 heures, pour dire que l'entreprise nous bouffe toute notre énergie, notre temps qu'on devait passer en famille et tout. Donc, si de ce quoi c'est un environnement dans lequel on n'est pas à l'aise, on n'est pas épanoui de produire dans de bonnes conditions, vraiment, on sera malheureux. Je ne crois pas qu'on soit venu sur Terre pour souffrir. Donc, il faut également vérifier si vos valeurs, les valeurs que vous partagez cadrent avec les valeurs de l'entreprise, globalement, en termes d'éthique, en termes de probité, en termes de... Voilà, vous avez chaque être humain a des convictions qu'il partage. C'est de ça qu'il est question ici, de pouvoir montrer cette adéquation en termes de valeurs et de vertu. Et en dernier point, justement, solliciter un rendez-vous.
en terminant par les formules de politesse que vous connaissez et qu'on peut trouver. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de... Voilà. Ces formules consacrées, il y en a une pléthore sur Internet, vous pouvez trouver, adapter en fonction de la personne, les types de familiarité, que vous permettre par rapport à son grade et sa position. Donc, ces deux outils du candidat au salariat qu'on appelle le CV, la lettre de motivation, ont pour objectif de susciter un troisième point qui s'appelle l'entretien. Et là, il est question de quoi? De venir vendre votre profil devant une personne, un collège de personnes, et de pouvoir vous les avez convaincus sur le papier. Maintenant, il faut les convaincre à one-to-one ou par visioconférence pour certains, parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, beaucoup de DRH se sont soumis à l'exercice de recruter à distance. Voilà. Moi, je trouve ça beaucoup moins confortable parce que la chaleur humaine d'avoir quelqu'un devant vous, de regarder dans ses yeux, de sentir son émotion est différente à travers Internet. En même temps, la connexion peut se couper à un moment et tout. Mais il est question de vous convaincre. Maintenant, le non-verbal est très important. Donc, l'attitude, la façon de vous habiller. Un métier de commercial, il faut être bien corporate. Voilà. Si je suis ingénieur, est-ce que je peux me permettre la veste? Donc, être habillé en fonction du métier qu'on vous êtes ou bien d'autres domaines de compétences. Et maintenant, après, il est question de vente. Lorsqu'on s'est bien préparé, donc on a fait un bon CV, bonne lettre de motivation, l'entretien n'est qu'une occasion de dérouler les aspects du CV qu'on n'a pas pu mettre ou bien qu'on n'a pas pu commenter, parce que le CV, très souvent, en une page, on doit pouvoir dire clairement ce qu'on veut faire de façon spécifique. C'est l'occasion donc qui vous est donnée de pouvoir développer des points de votre CV qui n'étaient pas parlants et donner vie à cela et pouvoir convaincre par rapport. N'oubliez jamais que vous êtes toujours en compétition. Donc, quels sont les arguments qu'on peut mettre en avant de façon générale maintenant, tout en gardant une certaine éthique aussi, parce qu'il y a des clauses de confidentialité aussi, parfois pour certains qui sont dans une entreprise, qui candidatent pendant qu'ils travaillent ailleurs. Et parfois, certains recruteurs se soumettent à cet exercice de pouvoir connaître ce que l'autre fait, son concurrent fait en entretien. Donc, ce n'est pas toujours tous les entretiens où il faut tout dire. Il faut garder aussi un petit mystère voilà, devant les recruteurs, pouvoir vous démarquer de façon générale. Mais, honnêtement, ne jamais aller à l'entretien pour rater son entretien. Lorsqu'on s'est bien préparé, il faut pouvoir conclure l'entretien de façon générale. Et là, vous allez pouvoir maintenant, voilà. L'autre point important aussi, c'est la capacité à relancer. S'il vous plaît, avant de continuer l'autre point, est-ce que l'entretien ne peut pas être aussi un piège pour certaines personnes? Un piège? Parce que je connais des gens qui veulent demander l'emploi, ils voient un spécialiste qui leur montre leur CV. Ce n'est pas eux-mêmes qui montent, mais au moment de l'entretien, il va très bien habillé, il se présente bien, mais il n'arrive pas vraiment, côté moral, là, il n'arrive pas à défendre ce CV-là. Mais c'est pour cela que l'entretien est là. Ah bon, ça ne ment pas. Donc c'est un piège. Ah non, bon, je ne dirais pas un piège, maintenant qu'ils prennent le temps de bien se préparer. Je pense que, moi je ne crois pas qu'il y a une fatalité en soi. Hein. Toute compétence peut s'acquérir même en 24 heures ou en 48 heures. Donc il se prépare bien et il vient. Maintenant, c'est peut-être qu'il a triché, mais s'il est vraiment convaincu par rapport à cela, et je pense que c'est le but de l'entretien aussi, c'est de pouvoir voir la personne s'exprimer, dérouler, de montrer son savoir-faire et tout. Maintenant, s'il a triché, ça se sait rapidement. Maintenant, s'il a triché, c'est pas bien préparé aussi. Parce que tout est question de préparation. Donc là, on est dans le cas de quelqu'un qui a triché et qui ne s'est pas bien préparé par rapport à son entretien. C'est clair que les recruteurs, avec l'expérience qu'ils ont des candidats et tout, vont décider en lui quelqu'un. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on veut. Parce que, n'oubliez pas, pour l'entreprise, c'est très important. C'est du temps qu'on passe à passer les entretiens assis. Donc, on veut vraiment ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Donc, la personne rare. Donc le but de l'entretien, c'est de trouver la personne rare qui matche au mieux avec les besoins du poste visé.
Donc, pour les recruteurs, ils seront le plus exigeants possible pour avoir la bonne personne qui pourra faire le job. Et c'est ça le but de l'entretien, justement, c'est d'écarter toutes ces personnes voilà, qui n'ont pas forcément fait les choses dans les règles de l'art de façon générale. Ouais. Donc, ça, c'est le CV de motivation avec pour objectif d'aboutir à un entretien. Maintenant, vous allez tenter de me dire c'est quoi les outils donc de l'entrepreneur. Parce que pour revenir au départ, je n'ai pas fait de différence entre un salarié et un entrepreneur parce que je me dis que les deux, ils ont la compétence. L'un est beaucoup plus outillé pour travailler pour quelqu'un, l'autre a besoin de beaucoup plus de liberté. Donc, l'entrepreneur, l'outil le plus important pour un entrepreneur, c'est son business plan. Qui peut être interprété comme son plan d'affaires. Comment il voit son activité, comment il se projette, avec qui il va collaborer, comment il va trouver ses financements, il commence par où, il évolue comment il va communiquer, quelles sont ses parties prenantes, quels sont ses modèles. L'un des modèles de référence pour chercher sur Internet, c'est le modèle business model Canva, qui regroupe un peu le business en 9 cases et vous permet d'avoir une idée claire partant de la proposition de valeur que vous voulez apporter dans votre environnement en intégrant tout ce qui est innovation et changement et l'écosystème. C'est conçu vraiment un écosystème qui vous permet de vous démarquer et d'apporter un plus. L'autre point important, c'est le pitch. Donc l'entretien, pour un entrepreneur, c'est le pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est être capable de résumer son projet en 2 minutes, pouvoir le présenter à un recruteur, pas un recruteur, je veux dire à un investisseur qui serait capable. Mais il faut, lorsque vous êtes bien structuré et que vous avez une démarche cohérente et un réel besoin que vous avez identifié avec une capacité d'apporter une valeur ajoutée, derrière, il faut juste mettre des structures de coûts pour pouvoir faire du pricing par rapport à l'offre valeur ajoutée. Donc le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de déceler quelle est la proposition de valeur, comment elle se démarque de ce qui existe déjà sur le marché. Donc c'est connaître dans le business plan. Ça vous permet de connaître quelle est la concurrence, qui fait ce que vous faites, comment vous pouvez vous démarquer des autres. Moi, je crois en quelque chose, que ce soit aussi dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, il faut toujours être capable d'innover. Comment je me démarque? Comment moi, en tant qu'étudiant, je me démarque? Tout le monde dépose le CV. Peut-être envoyer votre CV par DHL. On parle vraiment d'innovation. Qu'est-ce que je peux faire de différent que les autres ne font pas? Dès qu'on se pose cette question, on commence à avoir des solutions, des propositions de solutions qui arrivent. Moi, je vois de plus en plus des jeunes, par exemple, essayer le CV vidéo. Donc, en 2-3 minutes, on se vend, on retrace son parcours en mettant quelques vidéos, quelques photos de quand vous étiez étudiant aussi. Après, vous avez travaillé à filmer l'entreprise, vous faites un petit reportage de votre parcours et que vous balancez dans les réseaux sociaux en disant ok, voilà mon profil, voilà ce que je sais faire, voilà mon CV, enfin voilà mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Si vous voulez, vous avez besoin de quelqu'un qui a ces compétences-là, appelez-moi. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil pour pouvoir se vendre et se démarquer. Je vais citer comme ça également LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, qui est un CV aussi, mais digitalisé, parce que vous pouvez retracer votre parcours, vos expériences professionnelles, académiques, certifications, et la possibilité aussi de vous former énormément, et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas aussi à essayer ces nouveaux modèles, parce que tout l'écosystème professionnel s'y retrouve. Ça vous permettra également de voir qui est DRH de telle entreprise, qui est directeur de telle entreprise, qui fait quoi, qui fait ci, et de lire, parce que le nombre de ressources en termes d'information est énorme et immense. Et ça vous permet d'être connecté également à l'international, parce que n'oubliez pas, la démarche qu'on a construite, qu'on a essayé d'échanger sur comment intégrer le marché de l'emploi, comment préparer ses outils pour intégrer le marché de l'emploi, elle repose également sur l'ensemble de personnes de votre environnement que vous connaissez. C'est des professionnels, c'est rejoindre des associations professionnelles en rapport avec votre métier. Mais les réseaux comme LinkedIn vous permettent également de voir l'idée nationale. Il y a des opportunités au Tchad, il y a des opportunités au Gabon, des opportunités en Côte d'Ivoire. Donc, parfois le marché de l'emploi peut apparaître saturé au Cameroun, si vous êtes basé au Cameroun, mais votre compétence est recherchée en Centrafrique,
Votre compétence recherchée au Gabon, c'est de vous dire, ok, est-ce que je prends le risque d'y aller? Maintenant, dans l'anticipation, la préparation, un bon chercheur d'emploi, là, tu vas avoir son passeport, parce que c'est un outil très important quand on commence à s'ouvrir à l'expatriation ou à la consultation. En deux, la barrière ne sera plus la compétence, mais la barrière sera la langue. Donc, c'est important pour les chercheurs d'emploi que vous êtes, les candidats à l'emploi, d'aller chercher 1, 2 ou 3 langues supplémentaires. Le français, l'anglais et peut-être l'espagnol. Tous ceux qui parlent espagnol ont de bonnes positions en Guinée équatoriale, par exemple, sur nos voisins à côté. Julius Donc, Camden. il y a énormément de compétences de ce domaine, de ce côté-là, mais on ne parle pas espagnol. Ça veut dire qu'on a la compétence, l'école est bien. mais on n'y ira pas parce qu'on a peur de s'exprimer en espagnol. Et même en anglais, parfois, pour certaines positions, on ne va pas candidater parce qu'on dira, dans l'appel à la candidature, on veut une personne qui est bilingue. Une fois qu'on n'a pas l'anglais dans ses compétences, on passe à côté de l'opportunité parce qu'on ne s'exprime pas en anglais. Donc, commencez à ce jour à renforcer vos compétences dans différents domaines, mais ces deux outils, cet outil principal qui est les langues aujourd'hui, s'apparente être la principale barrière même pour beaucoup de talents, parce que avoir la compétence c'est bien, mais savoir s'exprimer pour résoudre des problèmes dans un domaine, c'est encore mieux. Et je pense que c'est vers là qu'il faudrait qu'on aille et toujours se remettre en question, savoir voici le profil que je veux avoir dans 3 ans, comment je comble le gap par rapport à ça, qui occupe ces postes à ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait comme école, qu'est-ce qu'ils ont fait comme compétences, comme formation, soit à vous rapprocher d'eux, apprendre de leur expérience, vous dire, ok, dans 3 ans également, je pourrais atteindre cet objectif-là. Donc, je me mets au travail chaque jour pour pouvoir m'améliorer, ajouter un plus, me démarquer. Et voilà comment vous allez construire votre stratégie pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi, avoir vos outils. Un CV est toujours à jour. Donc, tout ce que vous faites au quotidien comme activités, conférences, séminaires, formations, MOOC, les MOOC, il y en a énormément en ligne. MOOC pour Massive Open Online Courses. Ça vous permet d'acquérir des compétences dans différents domaines, dans les secteurs d'activité qui vous intéressent, de vous renforcer vos capacités. Il y a la plateforme LinkedIn Learning aussi, qui a beaucoup de formations sur le développement personnel et également des formations métiers pour ceux qui veulent aller vers la maîtrise. Logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et Internet et vous vous formez. Donc, ne passez pas à côté de toutes ces opportunités qui vous permettent de renforcer vos compétences et d'être prêt à être la meilleure version de vous-même, à la fois pour les entreprises qui vont vous employer ou bien pour les clients auxquels vous allez pouvoir offrir les compétences que vous avez ou bien votre plus-value. Oui, moi je veux savoir une chose. Quand quelqu'un fait une filière comme communication des organisations, oui. Est-ce que ça rentre dans les nouvelles technologies, en fait la nouvelle tendance des métiers aujourd'hui? C'est quoi les débouchés? La communication, c'est vraiment organiser tout ce qui est de façon structurée, la communication d'une organisation. Ça peut être communication interne, donc structurer tout ce qui est, ça peut être un journal, mettre en place un journal pour l'entreprise, ça peut être mettre en place un panneau d'affichage. Elle peut être digitalisée, la communication en interne aussi. Donc, le volet digital entre dans le volet nouveau métier, parce que l'entreprise peut avoir un intranet où il communique, tout le monde se connecte à la mise à jour de tout ce qu'il y a comme information globalement. Ça peut également être formation institutionnelle, c'est-à-dire avec les partenaires, les différentes parties prenantes, la collaboration en interne. Également, ça peut aller même jusqu'à la communication de crise. Quand il y a une situation de crise au sein de l'organisation, quelle est la position de l'entreprise par rapport à cela, quand ça peut être un drame, un scandale, comment l'entreprise anticipe par rapport à ça. C'est à la personne en charge de ce domaine-là de mettre en place des stratégies de communication en interne. Mais c'est vraiment, après, tout dépend de l'entreprise aussi, cette activité. Ça peut être de la communication corporate, ça peut être de la communication institutionnelle, donc d'institution à institution. Ça peut être de la communication parce qu'on veut faire la promotion des différents produits et services qu'on propose. Et là, on passera en interne. Donc, c'est mettre une stratégie à la fois institutionnelle, à la fois interne
et de passer par différents canaux qui peuvent être presse écrite, qui peuvent être journal interne, qui peuvent être plateforme digitale, intranet, et également communication sur différents réseaux sociaux aujourd'hui, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, qui sont pour la plupart les plus utilisés en interne. Quelqu'un pourrait aller vers ces différents domaines-là. D'accord. Est-ce que c'est normal, bon en fait c'est une question, quelqu'un qui fait 30 ans dans une entreprise, il s'est construit étant dans cette entreprise, dans cette entreprise, il s'est marié, il a fait des enfants, et il n'a jamais eu une autre entreprise parallèle pour lui par exemple, pour pouvoir un peu... Est-ce que vous trouvez que cette personne, c'est une personne dynamique, qui a été dynamique, mais il a fait toute sa vie dans cette entreprise, il s'est construit, il a eu sa femme, il a eu beaucoup de choses dans cette entreprise, mais il n'a pas à partir de cette entreprise créé quelque chose qui pourrait, comme vous avez dit, parallèlement... Hein? Il y a deux types de personnes. Oui. Il y a les personnes vraiment qui n'aiment pas se casser la tête, quoi. Ils ont leur petit pain quotidien tous les jours, ils vont, ils le pointent, ils rentrent à la maison. La vie est tranquille, ils peuvent le faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a ce genre de personnes. Il y a des entreprises qui ont des challenges. Donc en 30 ans, on peut avoir franchi 10 challenges. Les environnements, par exemple, comme les cabinets d'audit, sont très challengeants. Donc tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Si l'environnement avait construit un plan de carrière, peut-être il est entré junior, il a évolué senior, après il est devenu directeur, après il est devenu manager, après il a eu une expatriation, après il est revenu. Donc la carrière, elle sait être de 30 ans dans une entreprise, mais elle est riche. Elle est riche en contenu. Mais il y en a qui ont des carrières de 30 ans sans challenge, sans si. Et non pas, ça c'est une autre problématique que j'ai souvent l'habitude d'aborder aussi, celle de la mobilité professionnelle. Parce qu'elle se prépare aussi. Ce que je fais ici, qui a besoin de ces compétences ailleurs. J'identifie déjà les entreprises qui peuvent avoir besoin d'une compétence que j'ai. Et je candidate en spontané auprès des personnes ressources qui recrutent pour dire que moi je sais faire ça, tu as ce besoin chez toi, moi je l'ai fait ici, je peux venir le faire chez toi, je peux venir chez toi, mais ajoute double mon salaire, je viens, ou bien majore mon salaire de 30-40% et je viens. Donc tu arrives à jouer, tu n'as pas de pression dans la mesure où ce que tu fais, tu le fais bien, tu es payé pour ça, mais tu aimerais changer, aller ailleurs, mais il y a un risque de changer. Donc, tu mesures ce risque. Il peut être mesuré en termes de salaire, il peut être mesuré en termes de, ok, quel est le cadre que tu me proposes, ça peut être des avantages de service, ça peut être que je n'avais pas ici, ça peut être la possibilité de manager une équipe. Donc, tout dépend de chacun, de ses ambitions, de son plan de carrière. Mais il y a des environnements qui sont challengeants. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, mais en 30 ans, ils ont eu une carrière tellement riche, en expérience, en personnes, en pays découverts. Il y a des gens qui ont eu 30 ans, voilà, je vais à la maison, je rentre, je vais au travail, je rentre à la maison, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, effectivement, c'est le cas des personnes qui ne sont pas dynamiques, qui ne se remettent pas en question, qui sont toujours dans la zone de confort. Ce n'est pas le type de citoyen qu'on souhaite avoir, mais il faudrait qu'on aille vers des environnements challengeants et la démarche vous amène vraiment à pouvoir vous démarquer par rapport à cela. Alors André Roth, merci d'avoir été avec nous. On a passé 1 heure de cours, parce que c'était des cours. Hein. J'espère que ça a été l'expérience, qu'est-ce qu'on va dire, avant de se séparer. C'était une très belle expérience sur les 3 éditions, sur l'ensemble des thématiques abordées. J'espère avoir contribué un peu à changer. Énormément. Changer de vie, voilà, à vous poser les bonnes questions parce que honnêtement, c'est vrai qu'on dit chez nous que le pays est dur, qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas intégrer une telle entreprise parce qu'il y a X, Y. Mais derrière tout ça, il y a d'autres qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui sont compris, que les autres n'ont pas compris. Il faut aller dans ces gens-là et vous mettre à l'école, vous dire que voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait, je refais la même chose et j'essaie et je refais encore et encore. Et tout, il faut jamais, il faut toujours être armé, être constant. Et 1, être compétent dans ce que vous faites. Tout ce que vous faites, le faire bien. 2, être constant. Parce que c'est la constance donne du contenu. Et en 3, toujours vous demander, voilà, l'amélioration continue. Qu'est-ce que je peux toujours apporter en plus, toujours vous remettre en question. Mais pour les entreprises, qu'est-ce que je peux faire au quotidien
pour pouvoir, pour pouvoir leur apporter une certaine plus-value et voir leurs affaires prospérer, quoi. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, hein, et surtout bon vent. Et on te retrouve partout sur les réseaux sociaux. André Roth, c'est ça, non? Oui, André Roth sur LinkedIn, sur Twitter. Je suis disponible sous le nom André Roth, il n'y a pas de problème. Voilà, pour former les jeunes, encadrer les jeunes dans leur orientation et surtout qu'ils arrivent à se définir grâce à vos conseils. Merci beaucoup. Merci Mireille. Merci. Calvino, mon dernier mot, c'est que bon, je remercie monsieur Roland Kwame. Nous avons envoyé monsieur André Roth. Les Bassards disent que il livre. Il connaît le livre. Il y a déjà la semaine prochaine Perrin, normalement, qui sera là. Oui. Perrin. Lui, il fait dans quoi? Il nous dira. Je crois qu'il nous dira, mais son cœur de métier, c'est beaucoup plus tout ce qui est relation client. Voilà. Relation client. Merci André. Retrouvons-nous quand ça, demain, ce sera jeudi, soit avec la prophétesse, soit avec l'apôtre Gérard Lagloire Olinga. Mais j'espère que vous allez assimiler ce que M. Roth a enseigné ce jour. Savoir faire un CV, c'est important. Et puis défendre son CV aussi face à l'employeur, c'est encore mieux. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont proches de vous. Restez en compagnie des programmes de STV. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Bisous. Ciao.